Sous bonne escorte, 35 ibis chauves volent en formation depuis l'Allemagne, direction l'Espagne. Il s'agit de l'un des plus ambitieux projets européens de réensauvagement d'animaux de zoo. Sans les zoos, on ne pourrait pas garantir la survie des ibis chauves à long terme. On ne peut pas mener un tel projet sans l'aide de leur programme d'élevage conservatoire. Pourtant, les protecteurs des animaux mettent en doute l'efficacité des zoos dans la lutte contre l'extinction des espèces. Le débat est ouvert. Le jour se lève sur le petit aérodrome de Villamartín en Andalousie. Johannes Fritz prépare son ULM avant le prochain vol. Le biologiste autrichien et son équipe accompagnent depuis des semaines 35 ibis chauves d'un zoo de Carinthie sur le chemin vers leur réintroduction dans la nature. Johannes œuvre à la protection des oiseaux depuis une vingtaine d'années, au cours desquelles, grâce à sa collaboration avec les zoos, 250 ibis ont retrouvé la liberté. Il s'agit des seuls ibis chauves à vivre en milieu naturel en Europe centrale. Le jardin zoologique de Schönbrunn a été le premier à nous soutenir et à financer notre premier engin volant. Ensuite, nous avons gardé des liens étroits. En fait, il n'y avait plus aucun ibis chauve en milieu naturel. Sans l'élevage conservatoire pratiqué par les zoos, cet oiseau était voué à disparaître. C'est en raison d'une chasse intensive que dès le XVIIe siècle, la population d'ibis chauves a été mise en danger. Depuis 1930, l'espèce est préservée dans différents zoos européens. Elena Wenner et Barbara Steininger sont en quelque sorte les nourrices des oiseaux qu'elles ont élevés. Ce sont elles aussi qui ont appris à voler à leurs 35 poussins. On vole avec les oiseaux pour les accompagner de leur lieu de reproduction vers leur aire d'hivernage, pour leur montrer quelle route migratoire emprunter. Dans la nature, c'est ce que font les oiseaux adultes. Mais comme ils avaient disparu et que les nouvelles générations ne sont pas encore assez nombreuses pour s'en charger, c'est nous, les nourrices, qui endossons ce rôle et qui prenons la tête de la formation. Toutes deux prendront place aux côtés de Johannes Fritz et d'un autre pilote à bord de l'ULM. Les oiseaux devront les suivre. Dernière vérification de l'itinéraire. On a franchi la barre des 2000 km. Notre 19e vol. Nous sommes en Andalousie, près de Jerez. On a déjà parcouru environ 2200 km, en 18 étapes, sur presque 6 semaines. On est au cœur de la zone d'hivernage, qui est l'environnement naturel des ibis chauves sauvages. Il faut 350 oiseaux d'une espèce pour en stabiliser la population en Europe. Pour être sûr d'être suivis, les nourrices emportent des friandises en vol. Grâce à notre travail, nous donnons la possibilité à ces oiseaux de devenir les fondateurs de nouvelles populations d'ibis sauvages et aussi les fondateurs de nouvelles générations d'oiseaux migrateurs. Le fait d'être un maillon de cette chaîne rend cette aventure incroyable. Si tout se passe comme prévu, Elena, Barbara et leurs oisillons seront à destination dans quelques jours. Évidemment, on sera très triste quand le moment sera venu d'abandonner nos oiseaux en Espagne. Mais ce sera aussi un très grand jour pour lequel on aura œuvré pendant 6 mois. C'est dans cet objectif qu'on travaille dur, pour que ces animaux puissent retrouver leur liberté. C'est parti. Johannes patiente dans l'ULM pendant que les nourrices libèrent les oiseaux de leur volière. Les ibis ont été conditionnés à suivre l'appel de leurs nourrices et leurs vêtements de couleur jaune. Le vol accompagné des oiseaux a démarré en Allemagne, sur les rives du lac de Constance, et a traversé la France pour rejoindre le sud de l'Espagne.
L'objectif est une prairie proche de Verrer de la Frontera, où ils seront enfin remis en liberté. De nombreux zoos d'Europe prennent part à des projets de réensauvagement. C'est notamment le cas de l'un des zoos de Berlin, le jardin zoologique de Berlin-Friedrichsfelde, qui soutient les programmes de réintroduction de 34 espèces différentes à travers le monde, dont le bison du Caucase. Le zoo collabore étroitement avec des institutions scientifiques, et notamment avec l'Institut Leibniz, pour la recherche sur la faune sauvage et de zoos, qui se trouve aussi être son voisin. C'est ici que travaille Susanne Holze, vétérinaire et biologiste, au cœur de l'Institut Leibniz, dans cette pièce où sont entreposés des dizaines de réservoirs cryogéniques. Ces tonneaux contiennent des tissus, des cellules et des échantillons de sperme prélevés sur plus de 300 espèces différentes et conservés dans de l'azote liquide. La plupart des prélèvements ont été faits sur des animaux du zoo voisin. Nous avons reçu du sperme d'une panthère nébuleuse et je suis en train de le cryogéniser dans cette boîte pour pouvoir le conserver dans ce tonneau pendant de longues années. La panthère nébuleuse est un félin d'Asie du Sud-Est dont l'espèce est considérée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Selon la même source, 27% des mammifères seraient menacés d'extinction. Ces derniers temps, nous avons eu plusieurs exemples de disparition brutale et totale d'espèces. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de rassembler dès maintenant, et avant qu'il ne soit trop tard, des échantillons provenant de chaque espèce menacée, pour assurer leur avenir. Assurer leur avenir signifie pour Suzanne et ses collègues de procéder à des inséminations artificielles grâce aux spermes et aux ovocytes prélevés. Thomas Hildebrandt a conçu un instrument qui permet aux biologistes de prélever des ovocytes sur les rhinocéros pour ensuite les féconder in vitro. Là, j'ai besoin des trucs blancs. Depuis 1978, le prélèvement d'ovocytes chez la femme s'est banalisé. Grâce à cette méthode, tous les ans, 4 millions de bébés naissent à la suite d'une fécondation in vitro. Mais avec une patiente de 2 tonnes, les conditions ne sont pas les mêmes. C'est pour cette raison que nous avons mis au point cet instrument. Chez le rhinocéros, si le toit vaginal se trouve par ici, les ovaires seront à peu près là. Entre les deux, l'espace est rempli de viscères et il est impossible d'atteindre les ovaires avec la main. L'urgence concerne surtout le rhinocéros blanc du Nord dont il n'existe plus sur Terre que 2 spécimens, Najin et Fatou, mère et fille nées en captivité. En 2009, elles ont été remises en semi-liberté dans un parc national kényan. Mais sans mâle reproducteur, aucune descendance naturelle n'est possible. L'équipe de scientifiques internationaux de BioRescue envisage désormais de recourir à la procréation médicalement assistée pour empêcher l'extinction de l'espèce. Le rhinocéros blanc est considéré comme une espèce clé de voûte, ce qui signifie qu'en disséminant des graines végétales, il permet à des centaines, voire des milliers d'autres espèces liées à lui de manière directe ou indirecte, de se développer. Si le rhinocéros blanc disparaît, le cycle est perturbé, ce qui entraîne une réaction en chaîne du type effet papillon. Thomas et Susanne préparent leur instrument en vue d'une prochaine intervention dans un zoo belge. Ils envisagent en effet d'y prélever des ovocytes d'une espèce voisine sur une femelle rhinocéros blanc du Sud, une sorte de galop d'essai avant leur grande mission. Susanne a toujours aimé aller au zoo. En plus de son travail à l'Institut Leibniz, elle est vétérinaire au jardin zoologique de Berlin le week-end. On y trouve 8000 animaux, dont 8% sont menacés d'extinction, voire disparus dans leur milieu naturel, comme le tigre de Sumatra.
Il me semble qu'il est de plus en plus important de garder certaines espèces animales dans les zoos, comme solution de repli vers laquelle se tourner dans l'éventualité où une espèce viendrait à disparaître dans son milieu naturel. Ainsi, on garde un moyen de la sauver, ou en tout cas, on s'en laisse la possibilité. Les zoos ont un rôle énorme à jouer en termes de sauvegarde des espèces. Ils sont comme des arches dans lesquelles plusieurs espèces peuvent coexister. Selon certaines sources, les zoos, avec leur programme de préservation et d'élevage, auraient déjà permis de sauver 50 espèces de l'extinction. Pourtant, parmi les protecteurs des animaux, ils ne font pas l'unanimité. Allons-y. Thorsten Schmidt est biologiste et un ardent défenseur des animaux. Aujourd'hui, il a organisé une visite guidée aux zoos de Francfort pour un groupe de jeunes protecteurs de la nature de Kassel. Il ne pense pas que les zoos soient nécessaires au maintien des espèces. Les bénéfices directs des zoos en matière de protection des espèces sont très ponctuels. On ne peut pas nier qu'il y ait un travail de formation et de belles histoires, mais les résultats effectifs, noir sur blanc, sont très modestes. On est bien loin de l'image de l'arche. Thorsten Schmidt travaille pour le BMT, une association de lutte contre la maltraitance animale, l'une des plus anciennes organisations de protection des animaux allemandes. Il visite régulièrement des jardins zoologiques pour vérifier s'ils sont aux normes. Il veut aussi sensibiliser les plus jeunes défenseurs des animaux au programme de préservation et d'élevage. Johannes Köhler, le curateur du zoo, guide le groupe vers les pingouins. Les manchots de Humboldt que nous avons là sont aussi une espèce menacée. Ils viennent d'Amérique du Sud. Je ne sais pas si vous savez, mais tous les pingouins ne vivent pas dans des régions froides. On trouve ces manchots jusqu'au Pérou. Il ne reste que 20 000 manchots de Humboldt en liberté, et leur nombre ne cesse de baisser. 2300 vivent dans des zoos en Europe, et leurs petits pourraient théoriquement être réintroduits. Mais Johannes n'est pas plus optimiste que Thorsten à ce sujet. Les réensauvagements d'animaux nés en captivité ont eu des résultats très mitigés. Certaines espèces ont été sauvées de l'extinction grâce à ce genre de programme. C'est magnifique et louable, mais c'est une manière très peu efficace de protéger la nature. Il vaut mieux préserver une population à l'état sauvage et protéger son habitat naturel. Voilà ce qui doit rester la véritable priorité. Pour Johannes, les animaux des zoos sont les ambassadeurs de la cause animale, et les zoos, des lieux de formation. Le zoo de Berlin propose jusqu'à 900 visites guidées tous les ans. Mais parmi les 840 000 visiteurs annuels, seule une infime minorité en profite. La prochaine étape, l'enclos des grands singes, qui scandalise Thorsten. Quand j'observe son attitude, je vois bien qu'on est dans un autre débat qui touche à la question de l'exposition des animaux. Dans le principe, on fait partie de la même famille, et pourtant on s'imaginerait très mal être exhibé de cette manière. Par rapport à ce problème, il faut réfléchir en termes d'alternatives. Pour un animal sauvage, la seule alternative est de vivre dans son milieu naturel, ce qui aujourd'hui comporte des risques qu'on ne peut même pas imaginer. Mais c'est vrai, en ce qui concerne les grands singes, en tout cas, je suis d'accord avec vous. On devrait remettre en question notre façon de faire pour être plus juste. On dit toujours qu'on ne devrait pas humaniser les animaux. Quand on dit que c'est risqué de vivre dans la nature, on voit ça du point de vue de l'homme. C'est vrai. Je ne vais pas dire que parce que les animaux du zoo n'ont pas de prédateurs à craindre et ne souffrent jamais de la faim, qu'ils ont la belle vie. Ce serait naïf. En Allemagne, aucune loi ne réglemente les dimensions des enclos dans les zoos. Il existe seulement des guides de bonnes pratiques pour les mammifères, élaborés par des protecteurs des animaux comme Thorsten Schmidt, des directeurs de zoos et des vétérinaires. La plupart des grands zoos à vocation scientifique en respectent les recommandations. Une heure plus tard, la visite touche à sa fin. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ou pas du tout? Qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai trouvé ça dommage que les poissons n'aient pas plus d'espace. Ils sont dans un tout petit aquarium. On va changer ça très bientôt. Le nouvel aquarium fera le double du volume. Nous allons y remédier. Une fois à l'extérieur, on repense à la visite.
Les enfants réalisent de courtes vidéos pour leur groupe de protection de la nature. On tourne. À votre avis, à quoi devrait ressembler le zoo parfait? Le zoo parfait n'existe pas. Dans le principe, si on pouvait se permettre de fermer tous les zoos, ce serait une très bonne nouvelle. La visite aujourd'hui nous a montré qu'on doit changer notre façon de traiter les animaux. Doit-on continuer à les exhiber? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut alors que les crises se multiplient, que la biodiversité est en chute libre, que la maltraitance animale est légion? Je ne pense pas que les zoos apportent les bonnes réponses à ces questions. Une chose est sûre, l'ibis chauve aurait disparu du ciel européen s'il n'avait pas été élevé dans des zoos. Tandis que les nourrices partagent leurs derniers moments avec les oiseaux après leur arrivée en Andalousie, Johannes Fritz songe déjà à sa prochaine aventure. L'idée d'un vol guidé par un ULM lui est venue après avoir vu le film L'Envolée sauvage. C'est l'histoire d'une petite fille qui vole avec des bernaches du Canada. Et c'est vraiment Hollywood qui a inspiré les travaux de l'Institut Leibniz. On s'est demandé si on pouvait transposer la même méthode aux ibis chauves. Ces oiseaux se sont imposés à moi par hasard. J'ai constaté qu'ils avaient gardé un comportement migratoire, mais la connaissance et l'expérience de la migration leur manquaient. C'est ce qui a attisé ma curiosité. Il a passé un brevet de pilote pour mener à bien son projet. Tout le monde préférerait voir les animaux en liberté plutôt que dans un enclos. Mais la réalité est que pour certaines espèces, les zoos sont la dernière chance. En matière de protection, il faut faire preuve de pragmatisme et se demander quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous. Avant de lever le camp, il faut ranger les ustensiles de cuisine et la nourriture qui ont accompagné la troupe tout au long de ces 6 semaines d'aventure. Pour l'Espagnole Maria Jesus Fernandez, 54 ans, c'est une première. On a toujours quelque chose à faire, mais en même temps, on bavarde, on se raconte des histoires, c'est très agréable. On est liés par notre passion de la nature, des ibis et tout ce qui nous tient à cœur. Tous les participants ont posé leur candidature lors de la publication du projet. L'équipe est très diverse et rassemble des étudiants en biologie ou zoologie, des soigneurs de zoo et même un constructeur de machines comme Rudolf Beck, originaire du Bade-Wurtemberg. Il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer dans la photographie et de me spécialiser dans la photographie aviaire. C'est par ce biais que j'ai rejoint ce projet. Elena et Barbara sont dispensées de tâches ménagères. Elles sont uniquement chargées du bien-être des ibis. L'un d'eux, baptisé Rabaoki, s'est blessé. C'est un vétérinaire espagnol, Miguel Ángel Quevedo, qui va prendre en charge le patient. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais pendant un vol, elle s'est retournée et on a remarqué qu'une aile pendait. Est-ce qu'il y a eu une collision? Pas de choc? Ok. Alors, tournez-la un peu sur le côté. L'autre côté à présent? Ce n'est pas grave. On dirait que le coude ne fonctionne pas correctement. Rabaoki ne pourra pas voler avec la troupe aujourd'hui. Mais le vétérinaire n'est pas inquiet outre mesure. Son aile va guérir. L'ibis blessé va parcourir les derniers mètres en voiture. C'est l'heure du déjeuner. La nourriture reste un moyen privilégié de créer un lien de confiance avec les animaux.
On les recueille entre 4 et 8 jours après l'éclosion, quand ils ne sont encore que de minuscules oisillons. À partir de ce moment, les ibis ne voient plus que moi ou ma collègue. Nous devenons leur unique centre d'intérêt. C'est aussi nous qui les nourrissons, ce qui permet de gagner leur confiance, élément crucial au moment de la migration. Il faut qu'ils nous fassent suffisamment confiance quand on est à bord pour suivre nos appels, malgré le bruit de l'ULM et sa nouveauté. Le dernier vol est prévu le lendemain. Le parc animalier de Perideisa, près de Bruxelles, héberge 3 rhinocéros blancs du Sud. Éléonore, la femelle, va faire don de ses ovocytes aujourd'hui. Après 10 heures de route depuis Berlin, Susanne Holze et Thomas Hildebrandt de l'équipe BioRescue sont arrivés à l'arrière de l'enclos des rhinocéros. À long terme, on espère que notre travail permettra d'éviter la disparition de certaines espèces, en l'occurrence du rhinocéros blanc du Nord. On espère aussi pouvoir ensuite utiliser les techniques qu'on a développées ici pour sauver d'autres mammifères menacés d'extinction. Éléonore, déjà anesthésiée, est prête dans son enclos. On peut rajouter un peu de paille sous elle? Essayons de la bouger un peu plus sur le côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas sur la poitrine, pas sur la poitrine. L'intervention peut commencer. Thomas insère l'instrument élaboré par ses soins jusqu'à l'utérus de la femelle rhinocéros. Il va tenter de prélever des ovocytes pour les féconder in vitro. Encore faut-il en trouver. On est déjà bien haut. On atteint la dernière membrane. Oui. Susanne, Thomas et l'anesthésiste Frank Guritz se servent de l'échographe pour repérer les ovocytes dans l'utérus d'Éléonore. Les premiers apparaissent enfin à l'écran. Wow. Sehr schön. Na dann. 7, 8, Tu en es où? 10. Okay. Continue à prélever. Au bout d'1 heure, l'opération est terminée. Les chercheurs ont pu collecter 13 ovocytes qu'ils préparent sans tarder dans un laboratoire improvisé. L'équipe de BioRescue est ravie du résultat obtenu. Cette entreprise est extrêmement coûteuse. Il faut d'abord mettre au point le dispositif. Ensuite, on a 10 heures de route aller et autant en retour. Puis l'attention au moment du prélèvement. L'animal doit se remettre correctement. Il ne s'agit pas de le blesser. Et si on fait tout ça pour 1 ou 2 ovocytes, c'est frustrant. Éléonore a bien supporté l'intervention. Son petit l'attend avec impatience. Dès qu'un rhinocéros blanc du Sud conçu par fécondation in vitro aura été mis au monde, les chercheurs pourront s'attaquer à leur véritable objectif, à savoir perpétuer la descendance du rhinocéros blanc du Nord, dont il ne reste plus que le sperme congelé d'un mâle décédé. Jusqu'à présent, nous avons réussi à produire 29 embryons congelés de rhinocéros blanc du Nord. Ils sont en sécurité dans de l'azote liquide et peuvent y rester encore un siècle si nécessaire. Mais on espère pouvoir les transférer bientôt. Les embryons produits seront inséminés dans une femelle rhinocéros blanc du Sud. Pour le moment, aucun rhinocéros conçu in vitro n'a encore vu le jour. L'équipe de BioRescue espère franchir le pas dans les prochains mois. Les zoos modernes jouent un rôle de plus en plus important dans la protection des espèces. Mais cela justifie-t-il de maintenir les animaux en captivité? Thorsten Schmidt se rend sur le site qui abrite le plus important centre de protection des animaux en Allemagne, à Kappeln, au bord de la mer Baltique. Il vient rendre visite à ses anciens collègues car il a dirigé l'institution pendant 7 ans. Thorsten. Bonjour, bienvenue. Patrick Boncourt est biologiste et psychologue du comportement. Il s'est spécialisé dans le travail avec les ours.
6 ours ont été relogés sur ce terrain de 6 hectares. Certains d'entre eux ont été placés là sur décision judiciaire, parce qu'ils étaient détenus dans des zoos aux enclos trop réduits ou trop bétonnés. Le rapport sur la protection des mammifères, qui établit les règles minimales à respecter dans l'élevage des animaux en captivité, ne va pas assez loin de l'avis des 2 biologistes. Ici, ils bénéficient d'un espace bien plus important. Les chiffres qui figurent dans ce rapport ne tiennent aucun compte des besoins des animaux. C'est du grand n'importe quoi. En conséquence, la grande majorité des élevages allemands s'en tiennent aux exigences minimales, ce qui, aux yeux des défenseurs de la nature et du bien-être animal, est une catastrophe. Patrick essaie autant que possible de satisfaire ses pensionnaires. Pour les maintenir en forme, aussi bien physiquement que psychologiquement, il dissémine la nourriture dans tout l'enclos. Les zoos manquent souvent de place et de personnel, ce qui les pousse à s'orienter vers la protection des espèces et l'élevage conservatoire. Mais pour les 2 hommes, l'argument n'est pas recevable. De nombreux organismes se préoccupent de la préservation des espèces. Mais pour les grands ours, je vois ça d'un très mauvais œil, très sincèrement. Ces animaux, lorsqu'ils ont été élevés par l'homme, ne peuvent plus jamais s'adapter à la vie sauvage. Tu prêches un convaincu. Je sais bien qu'au cours des dernières décennies, on a pu sauver une 50aine d'espèces en Europe, dont 25 espèces mammifères. Parmi ces 25 espèces, seulement 9 ont pu bénéficier d'un réensauvagement couronné de succès. Ce sont là les chiffres qui concernent une centaine de zoos, ce qui, à l'échelle de l'Europe, est un bilan plutôt maigre. Pour Thorsten, c'est toujours l'intérêt de l'animal qui prime. Il y a 20 ans, il avait réussi in extremis à sauver 5 chevaux de l'abattoir. Aujourd'hui encore, ils vieillissent paisiblement au centre. J'ai hérité ma passion pour les animaux de mon père. Et comme j'ai toujours beaucoup aimé les cours de biologie à l'école, j'ai tout naturellement étudié la biologie. Ensuite, l'opportunité de travailler pour une organisation de protection des animaux s'est présentée et je l'ai saisie. C'était mon rêve. Les zoos n'en font toujours pas assez en matière de protection des espèces. Il faut savoir que les zoos investissent moins de 5% de leurs revenus dans la protection des espèces. Les zoos américains se sont engagés à verser 5% de leurs bénéfices à la recherche. En Allemagne, depuis quelques années seulement, on a mis en place le programme 1 € pour la conservation, qui, à notre initiative, vise à reverser au moins 1 € de chaque entrée directement à la protection des habitats naturels. La participation à l'euro pour la conservation est facultative. Le nombre de zoos participants, parmi les 800 existants en Allemagne, n'est malheureusement pas connu. Les ibis chauves sont arrivés à destination. Ils effectuent un dernier vol devant 300 spectateurs à Verrer della Frontera. Johannes Fritz et son équipe sont visiblement soulagés d'avoir pu mener tout le monde à bon port. Il est l'heure pour les nourrices de faire leurs adieux. Si tout se passe comme prévu, les oiseaux devraient trouver seuls le chemin du retour vers leur lieu de naissance, au bord du lac de Constance. Le moment que j'attends avec le plus d'impatience, c'est celui où ils vont reprendre leur envol pour revenir au lac de Constance. Ce sera incroyable de pouvoir suivre leurs données GPS. Et ce sera un jour mémorable lorsque le premier oiseau qu'on a élevé à la main reviendra se poser chez nous. Les oiseaux vont rester 3 mois en Andalousie sous surveillance, avant d'être définitivement remis en liberté. L'équipe ne compte pas en rester là, et le réensauvagement de la prochaine couvée est déjà prévu.